Bienvenue dans le podcast des fans, l'endroit où l'on parle de sujets qui piquent la curiosité, de spiritualité pour nourrir l'âme et surtout de mon parcours d'entrepreneur et multipassionné. Je suis Niara et à chaque épisode, on va plonger dans des discussions passionnantes et des anecdotes inédites avec pour objectif de s'inspirer et grandir ensemble. C'est parti! Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast des fans. J'espère que les précédents épisodes vous ont plu. Donc si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser... Il me semble que sur les podcasts, on laisse des avis. Donc n'hésitez pas à laisser des avis, positifs et n'hésitez pas à laisser des commentaires en me suggérant des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Aujourd'hui, on va parler un peu de spiritualité, de cheminement, de voile, de féminité. On va parler un petit peu de ça et en fait, je vais tout simplement vous parler de mon cheminement. Donc, on va partir vraiment du début, de quand j'étais petite jusqu'à aujourd'hui, donc après quelques mois de mes 30 ans, donc précisément 1 mois et demi. Voilà, je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir, mais en tout cas, à l'heure où j'enregistre, on est le samedi 26 octobre et mon anniversaire est le 17 décembre. Ça y est, je vais passer cette barre-là des 30 ans qui fait tellement peur aux gens, mais déjà, je vais demander à Allah de m'accorder ce jour-là parce qu'il se peut que il ne me l'accorde pas. Enfin bref, alors concernant la spiritualité, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas forcément grandi dans une famille où on avait un peu, on va dire, une petite éducation religieuse. C'est-à-dire que voilà, nous, notre papa et notre maman, ils nous ont un peu laissé grandir, on va dire, comme ça. C'est-à-dire, on savait qu'on était musulmans, mais petit, par exemple, on savait qu'on ne pouvait pas manger de porc à la cantine. Donc c'est comme ça que, on va dire, on a fait nos petits pas, nos débuts dans la religion musulmane. Moi, je voyais souvent mon père prier, je voyais aussi ma mère prier de temps en temps, mais c'est vrai qu'en grandissant, j'ai compris qu'en fait, ma mère, elle était tellement débordée avec les enfants que limite, franchement, avoir du temps pour prier, ça devenait assez compliqué parce que nous, en tout cas, au niveau des premiers, on est assez rapprochés au niveau des âges. Et c'est vrai que c'était quand même assez compliqué. Alors que maintenant, comme on a quasiment tous grandi, on fait quasiment tous notre vie, et Dieu merci, elle a pu, on va dire, s'y replonger. Donc moi, je ne connaissais pas grand-chose de la religion, voire même pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce modèle-là de mon papa, en fait, qui était en train de prier. C'est-à-dire, mon père, on le voyait tout le temps prier, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on était petit et que, par exemple, c'était le mois de Ramadan, souvent, il nous disait, allez, essayez de jeûner. Et surtout, moi, je me souviens, quand j'étais petite, le Ramadan, c'était l'hiver. Si je dis pas de bêtises, je crois à 2 reprises, le Ramadan, c'était l'hiver. Je sais que quand j'étais au lycée, c'était vraiment début d'année, à partir de septembre, octobre par là. Mais je sais que quand j'étais vraiment toute petite, il me semble que c'était en hiver. Du coup, c'était facile et mon père nous proposait d'essayer de jeûner en fait le week-end. On a mis les pieds dedans petit à petit. Ensuite, arrivé en CM1, si je dis pas de bêtises, avec ma grande sœur, en fait, on a commencé à s'intéresser petit à petit à la prière. C'est-à-dire qu'on voyait mon père prier. Nous, on se mettait souvent à côté de lui et on répétait les gestes de prosternation, etc., etc. Le fait de se mettre à genoux, poser le front au sol. Nous, on faisait pareil. Mais pour nous, c'était vraiment un jeu, en fait. C'était un jeu, mais voilà. En fait, on était comme des enfants. Quand on voit nos parents faire quelque chose, nous aussi, on a envie de répéter tout ça. Donc, moi, c'est comme ça vraiment où j'ai commencé à m'intéresser à la religion, enfin, du moins à la prière. C'est en voyant mon papa prier, j'ai voulu faire comme lui. Après ça, nous, c'était à l'époque où au marché, ils vendaient les livres roses avec la cassette, parce que ouais, nous, c'était les cassettes. Et je me souviens avec ma grande sœur, il me semble, elle avait demandé à ma mère de nous acheter ce fameux livre rose avec la cassette.
Et donc, on avait notre poste, parce que ouais, nous, à l'époque, on avait des postes CD, on achetait des CD, on avait les albums des artistes, etc. Et on marchait beaucoup au CD et à la cassette. Et donc, on avait mis la cassette et on écoutait et en même temps, on essayait de reproduire et tout ce que la fille... Parce qu'en fait, la cassette, si je me souviens bien, c'était une maman qui expliquait en fait à sa fille comment prier. Et du coup, nous, on écoutait, etc. Et je me souviens, petite anecdote, à un moment donné, la maman, elle parlait des règles. Et nous, bah, on était petites. Moi, j'étais en CM1 et ma sœur est en CM2, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est CE1, CE2 ou CM1, CM2. Mais en tout cas, on était en primaire. Et ma mère passe au moment où la dame parle des règles. Et ma mère, elle dit, elle a une réaction et elle nous dit, ils parlent de ça, eux. Et nous, vraiment toute innocente avec ma grande sœur, on dit, ben, ils parlent de quoi? Et ben, vous voyez, tellement chez les Africains, les sujets sont tabous. Et ben, ma mère, elle a fait, non, 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 rien et tout. Et elle nous a laissé, en fait, dans notre innocence, au lieu de nous expliquer ce qu'étaient les règles chez les femmes. Et du coup, nous, ben, comme on n'a pas compris, on s'est pas forcément posé de questions ou autre. Enfin, on a continué à écouter la cassette. Et petit à petit, on a commencé à prier. Après, mon père aussi nous avait donné, je me souviens, un livre blanc qui expliquait comment on devait prier. Il y avait quelques sourates. Et du coup, on commençait avec ma grande sœur à apprendre ces sourates-là. Donc, c'est vraiment comme ça où voilà, j'ai commencé à prier. Après, forcément, étant petit, on n'est pas assidu. On fait une prière. Après, on arrête. Après, un coup, on fait ça. Mais on apprenait vraiment dans le tas. Au final, on savait qu'il y avait une prière le matin. On savait qu'il y avait une prière l'après-midi. On savait qu'il y avait une prière un peu en fin de journée, en début de soirée et en soirée. Et donc après, mon rapport à la prière, il a beaucoup évolué en grandissant, c'est-à-dire que en grandissant, j'ai commencé à prier de plus en plus, mais je me souviens que j'ai eu un premier break arrivé au lycée. C'est-à-dire qu'arrivé au lycée, bon, il s'est passé des choses auxquelles j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, ce qui fait que je suis devenue beaucoup moins assidue dans ma prière, même je priais plus du tout, arrivé au lycée, et je me souviens que ma grande sœur, en fait, elle m'avait mis un coup de pression. Elle m'avait dit, ouais, ça fait, je sais pas, j'ai n'importe quoi, ça fait 3 semaines que tu pries pas, ce qui fait que ça fait, je sais pas, 280 prières qui te manquent, et ben du coup, tu dois rattraper tes 280 prières. Et en fait, je me souviens un soir, j'ai dit 280, mais c'était beaucoup moins, et je me souviens, ma sœur, elle m'a dit, bah, il faut que tu les rattrapes, etc. Et ce soir-là, eh ben, j'avais rattrapé toutes les prières que j'avais manquées depuis que j'ai arrêté. Parce que ma situation s'était améliorée. Et comme ça s'était amélioré, ben, ma grande sœur m'avait dit ça. Et du coup, j'avais rattrapé toutes ces prières-là. En une soirée, j'avais tout rattrapé jusqu'à, je me souviens, j'étais KO. Et du coup, c'est comme si, en fait, c'était une punition. Et ma sœur a dit, bah voilà, maintenant, en gros, t'es pardonné. Et ben, tu peux reprendre la prière. Et c'est vrai que depuis cette reprise-là, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté jusqu'à maintenant, Dieu merci. Après, mon seul problème, c'était que je les faisais pas à l'heure. Mais ça, après, bon, on va dire, entre guillemets, c'était à cause de l'école, à cause des stages. Bah, t'es toute la journée à l'école, toute la journée en stage. T'as pas forcément le temps, puis t'arrives le soir, tu dois tout rattraper. Encore quand c'est l'hiver, ça va parce que... encore quand c'est l'été, pardon, ça va parce que t'as le temps. Mais quand c'est l'hiver, même là, en mois d'octobre, bah, il y a une prière... bah ça y est, tout est passé, toutes les prières. Parce que là, au moment où j'enregistre les 20 heures passées, toutes les prières, elles sont passées. Alors que bah là, par exemple, si c'est en été à 20 heures, on sait qu'il nous en reste encore une vers 22 heures, 23 heures, quoi. Donc voilà, mon souci, c'était vraiment le fait d'être assidu au niveau des heures. Mais c'est vrai que j'ai toujours prié, j'ai toujours prié, j'ai toujours prié. Et en fait, le truc, c'est que j'ai toujours récité en phonétique les sourates que j'ai appris du coup en phonétique parce que moi je n'avais jamais pris de cours arabe ou de cours de lecture, on va dire de cours arabe. Voilà, et quand je dis cours arabe, j'englobe vraiment le tout. Et moi, le voile, pour parler du voile, moi, mon cheminement au voile, enfin, pour parler du voile tout court, moi, pour moi, je me suis toujours dit que j'allais porter le voile comme nos mamans, c'est-à-dire, on va dire, le voile culturel. Donc, c'est-à-dire, tu mets le foulard, mais ton cou est dégagé, tu t'habilles un peu de façon modeste, mais voilà, c'était pas le voile légiféré. Et comme j'ai pas forcément de modèle, c'est-à-dire je me suis pas posé de questions vraiment par rapport
au voile. Et je me souviens qu'au lycée, souvent, les filles, nous, musulmanes, on disait qu'on allait se voiler une fois qu'on allait être marié. Bon, alors je vous parle, je ne suis pas mariée et je suis voilée. Voilà, comme quoi. Et donc, je ne m'étais pas posé la question parce que je sais que, enfin, en tout cas, je parle vraiment de mon expérience et je fais un peu une généralité, mais les filles de la génération 90, on était assez ignorantes concernant la religion. Mais là, je parle vraiment de mon entourage. On était assez ignorantes, c'est-à-dire que pour nous, on était ignorantes, mais on n'était pas non plus trop des pécheuses. Après, forcément, il y a des exceptions, mais on n'était pas trop à fond dans la religion. En même temps, on n'était pas trop des pécheuses. On était vraiment dans l'ignorance, en fait. Alors que là, quand je compare, par exemple, à la génération 2000, je trouve qu'il y a des filles qui sont beaucoup plus dans la religion, beaucoup plus tôt, alors que nous, on a eu le temps de grandir, d'apprendre et de tomber dedans. Maintenant, est-ce que c'est le bon chemin, c'est la bonne façon? Ça, je sais pas. Mais si moi, je prends par exemple, ben, il y a des filles, des fois, elles sont au collège, elles sont déjà voilées. T'as des filles, elles sont au lycée, elles sont déjà voilées. Et nous, c'était vraiment à partir, moi en tout cas, c'est vraiment à partir de la fac où j'ai vu beaucoup plus de filles voilées. Mais pour moi, en fait, je me disais, non, moi, je vais me voiler une fois que je serai mariée ou que, voilà, quand je serai beaucoup plus grande. Mais je ne savais pas, parce qu'après, je ne me suis pas forcément renseignée, mais que c'était quelque chose d'obligatoire, etc. En plus, à l'époque, bah, moi, je sais que je mettais des faux cheveux, je mettais des mèches, on faisait des rastas, ce qu'on appelle les gourgets et tout, les nattes collées avec les mèches. Il y avait la période perruque, mais j'ai jamais été trop perruque non plus. Surtout moi, bah, à l'époque 2014-15, les perruques, c'était pas comme maintenant, Lace 360, etc. Il y avait ce rapport-là où on disait, ouais, ben, les mèches, c'est pas bien, c'est des faux cheveux et tout, vous devez pas mettre des faux cheveux. Sauf que nous, on disait, ben non, c'est du synthétique, c'est pas des cheveux. Mais en grandissant, j'ai compris que c'est le fait de rajouter, en fait, quelque chose sur sa tête qui dénature, on va dire, tes cheveux. Parce que forcément, mes cheveux, ça ressemble pas à des braids. Mes cheveux, ça ressemble pas à des nattes collées. Ça nature, quoi. Et du coup, c'est vraiment après, en faisant le cheminement, que j'ai compris. Parce que je me suis dit, mais pourquoi, en fait, les faux cheveux, c'est interdit techniquement. Enfin, on, même si l'eau ne va, quand on fait des ablutions, ne va peut-être pas pénétrer comme nos cheveux, mais ça rentre quand même, quoi. Mais bon, bref, et tout ça encore, encore une fois, c'était de l'ignorance. Et j'ai grandi comme ça, et mon père n'a pas été, ne nous a rien imposé, mais vraiment, parce que même à l'heure où je vous parle, je suis la seule de mes sœurs à être voilée, et juste mon père, il nous a jamais rien imposé, c'est-à-dire que même pour les faux cheveux, il nous a rien imposé, mais c'est-à-dire on avait le droit d'en mettre, mais il fallait pas que ce soit extravagant. Ça, par contre, c'était ses conditions, on va dire. Enfin, il ne nous l'avait pas dit explicitement, mais on a compris quand on débarquait avec des mounas de 30 pouces où il disait, mais c'est trop long, faut couper ça, c'est quoi ça? Va couper, là c'est trop long, pourquoi t'as fait long? Voilà, en fait, mon père nous autorisait, même mes parents, enfin quand mes parents nous autorisaient à mettre des faux cheveux, de faire des mèches et tout, mais il fallait pas que ça soit trop long. Quand c'était trop long, ah là là là, on avait le droit à des réflexions, c'est pas joli, faut couper et machin, jusqu'à limite toi-même tu finis par défaire ta coupe tellement t'es fatigué qu'ils sont en train de parler. Donc voilà, il nous a laissé. Après, pareil, par exemple, je me souviens quand on mettait des bustiers, bah, ma mère, je crois, elle a un problème avec le buste. Ma mère, il suffit que tu as le buste dehors, pour elle, tu es toute nue. Ma mère a horreur quand on a le buste dehors. Ah, ma mère, elle a un souci avec le buste. Franchement, comme on dit, on va râler d'ici. Elle dit toujours le d'ici dehors, Kanama. Non, franchement, ma mère, elle a un problème avec le buste. Et là, faut pas montrer là. Et puis elle tape son buste comme ça. Franchement, c'était super marrant. Mais mon père, lui, c'était... Ma mère, c'était le buste. Mais mon père, c'était les jambes. Alors, mon père, je me souviens un jour, deux fois même, une fois, je faisais de l'athlé. Et bah, à l'athlé, on était là en brassière short, en train de courir comme ça, sexy nini avec nos corps bien skinny. Et je me souviens un soir, c'est-à-dire que moi, je traînais pas en short devant mes parents. Voilà, il y avait ce respect-là, je traînais pas en short devant mes parents. Et je me souviens un soir en été, j'étais revenue de l'athlé et j'avais mon short. Et mon père, il m'a embrouillé, il m'a dit, mais c'est quoi ça? Le short, il est trop court et tout. Et je lui dis, ouais, mais c'était pour le sport et tout. Il me dit, ouais, ok, mais genre, en gros, le sport, il est fini. Va remettre et tout. Ça y est, t'es une grande fille maintenant. Je crois que je devais avoir 18 ou 19 ans à l'époque.
t'es une grande fille, tu peux pas traîner comme ça, et machin, et machin. Bref, il m'avait embrouillé, sauf que moi, je comprenais pas à l'époque. Je disais, mais c'est un short, quoi. Je suis à l'athlé, j'ai fini le sport, et je m'étais pas changé tout de suite, quoi. Mais bref, mon père, il a horreur que nous, les femmes, on a nos jambes dehors, en fait. Il disait, faut pas montrer les jambes, etc. Et pareil, je me souviens, un jour, j'avais une robe bleue qui m'arrivait pile poil au genou, légèrement au-dessus du genou, et il me disait, mais c'est court, Niara, regarde, on voit là, on voit, et genre, on voyait bah, ma demi-jambe. Et moi, je disais, mais papa, c'est pas court et tout. En fait, mon père, il nous a jamais dit, ne mets pas ça, enlève ça, mais il nous faisait des réflexions par rapport à notre façon de s'habiller. Mais il nous disait pas, enlève. Il nous faisait juste des réflexions, mais après, toi-même, tellement il fait des réflexions, et ben, en fait, bah, tellement il fait des réflexions, au final, tu finis par te changer. Et je me souviens, à l'époque, quand j'étais au lycée aussi, j'aimais bien mettre un pull robe avec un legging. Et un jour, mon père, il a vu, et il pensait que j'étais en collant. Enfin, un collant genre transparent. Mais il me semble que j'étais en collant transparent. Et quand j'étais rentrée du lycée, il m'a posé la question. En fait, il m'a vu passer. Il a rien dit. Et en fait, moi, comme j'ai vu qu'il m'avait regardé, je suis partie mettre un pantalon. Je suis partie mettre un pantalon et après, il est venu. Il m'a dit, c'est quoi ça? Et tout. Je dis, bah, c'est un pantalon et tout. Il m'a dit, ah, ok, et tout. Je croyais que c'était un collant. Donc, franchement, quand j'y repense, je rigole. Mais voilà, mes parents, ils nous interdisaient pas de nous habiller comme on le souhaitait. Mais on connaît. Quand tu vas en soirée, tu fais genre, tu mets un pantalon avec ta jupe, tu mets un gros manteau. Dès que tu arrives à la voiture, t'enlèves tout ça. Non, ça reste quand même des bons souvenirs, même s'il n'y a pas de quoi être fier. Mais on va dire, c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Après, moi, au niveau des faux cheveux, j'ai commencé à arrêter à en mettre en 2013. Mais je mettais par exemple tout ce qui était postiche. Après, j'ai arrêté. Je suis rentrée dans l'ère de la laine parce qu'on disait que la laine, c'était autorisé. Mais là, j'ai appris qu'en fonction des écoles que l'on suivait, certaines écoles autorisaient la laine, d'autres n'autorisaient pas. Mais voilà, moi, pendant longtemps, franchement, le fait de mettre la laine, limite, c'était devenu ma marque de fabrique. Et je me souviens, je me disais, mais quand je vais grandir, je vais me faire des locks de la même manière. En fait, tellement ça m'allait super bien. Et je vous jure, si maintenant, là où je vous parle, je peux mettre de la laine, je vous jure que je cours. Parce que voilà, comme une pote, elle m'a dit, ça dépend des écoles, je crois, parce que voilà, certaines acceptent, d'autres non. Et carrément, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah, je vais en mettre et toi. Elle m'a dit non, 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 essaye de te renseigner toi par rapport à ce que tu suis, si c'est autorisé ou pas. Mais voilà, il y en a, c'est autorisé quoi. Après, bah, une fois que j'ai vraiment compris que tout ce qui était faux cheveux, c'est interdit, bah, j'ai complètement arrêté de mettre. Donc je pense que ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai arrêté de mettre des faux cheveux. Tout ce qui est défrisage aussi, j'avais arrêté. Et on va dire que mon cheminement vers le voile, il a commencé quand j'avais 25 ans. J'étais arrivée à une période de ma vie où j'aimais pas forcément le reflet. En fait, mon reflet, j'aimais pas ce que je dégageais, j'aimais pas comment j'étais, j'aimais rien. J'aimais pas, j'avais fait certains choix de vie qui étaient pas forcément les bons. J'aimais pas du tout. J'étais super déçue de moi. Et c'est comme si j'avais le besoin de me faire pardonner par là. Je pourrais pas expliquer, mais j'avais un sentiment comme si j'avais besoin de me faire pardonner de tout ce que j'avais pu faire, etc. Et c'est de là, en fait, où j'ai commencé à me rapprocher petit à petit de la religion. Donc j'ai fait vraiment une traite, pour pas rentrer dans les détails, parce que sinon ça risque d'être long, mais j'ai fait une très 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 grosse introspection sur moi. J'ai fait le ménage comme pas possible au niveau de mes fréquentations. J'ai également repris contact avec des personnes qui étaient pour moi importantes dans ma vie et avec qui je ne parlais plus. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon introspection, j'ai mis ma fierté de côté. Voilà, je me suis dit, écoute, t'es arrivé à un stade de ta vie, t'as 25 piges, ma belle, t'es plus une gamine. Et là, en fait, t'es pas heureuse. Quand tu te vois, t'aimes pas. Psychologiquement, ça va pas. Spirituellement, n'en parlons même pas. Donc, ma belle, va te repentir. Je pense que c'est le moment, tu as eu le déclic. Va te repentir. Et de toute façon, comme on dit, quand tu fais un pas vers là, il en fait je ne sais combien vers toi. Donc, j'ai commencé par ah oui, je sais pourquoi j'ai eu ça. Ouais, je me souviens. Le ramadan de cette année,
de quand j'ai eu mes 25 ans. En plus, je crois que c'était pendant la période Covid. Où est-ce que c'était? Ouais, parce que 2020, on va être en 2025. Et je vais avoir 30 ans, donc ouais, on va dire que c'était 2020. Le ramadan, en tout cas, de cette année, à chaque prière du Fajr, dès que j'étais sur mon tapis, je pleurais. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication, absolument rien. Mais à chaque fois, chaque matin, pendant quasiment la moitié du ramadan, quand je priais le Fajr, arrivé, je sais pas, peut-être à la deuxième prosternation, je pleurais. Mais c'est pas je pleure, juste les larmes coulent. Je sanglotais d'une manière. Sauf que, on connaît les familles africaines, c'est mieux tu pleures doucement avant qu'on te demande ce qui se passe. Et en plus, même si on me posait, même si je me faisais griller et qu'on me posait la question, Niara, pourquoi tu pleures? Moi-même, je sais pas. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Forcément, après, je vais essuyer mes larmes pour aller manger, hein, prendre le petit déjeuner, enfin, manger pour le ramadan. Et vu que c'est le matin, on ne pourra pas dire Nera, t'as pleuré, on va dire c'est la tête gonflée du matin. Et en fait, je pleurais, je pleurais. Jusqu'à un moment où je me suis posée pour essayer en fait de comprendre pour quelles raisons je pleurais. Et là, en fait, j'ai compris. C'est parce qu'il y avait pas mal de choses ou de choix que j'avais fait dans ma vie. En fait, voilà, c'est comme si j'étais dans le déni et qu'en fait, tout ce que j'avais enfoui en moi est ressorti. Et quand c'est ressorti, eh ben j'ai pleuré. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Moi, je sais que je pleure, mais je pleure pas beaucoup non plus. Et là, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. En fait, c'est comme si vraiment tout ressortait, ressortait, ressortait. Et à partir de là, je me suis dit, ma chérie, oh, va te repentir. C'est mieux. Parce que ça là, si c'est pas signe de Dieu, je sais pas c'est signe de qui, mais ça veut dire, va te repentir. À partir de là, euh, donc là, on va dire, je crois le ramadan à cette époque-là, il était au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Il était à peu près vers mai ou juin ou avril. Bon, je sais plus, mais c'était dans ces zones-là. Maintenant, dès que le ramadan il est passé, c'est là où je me suis dit, ma belle, tu vas demander pardon à toutes les personnes à qui tu es en problème. Toutes les personnes avec qui tu as un palabre. Et tu vas aller demander pardon. Tu mets ta fierté. Pourtant, moi, quand je dis mettre sa fierté de côté, c'est qu'en tant qu'humain, on a quand même une petite fierté. Mais moi, Dieu merci, j'ai pas une fierté mal placée. Donc, je me suis dit, la petite fierté là, je mets ça de côté et je vais demander pardon à toutes les personnes avec qui je m'entendais très bien et avec qui j'ai eu des problèmes. Il y avait une autre copine aussi avec qui on était en embrouille. C'était pas forcément de ma faute de prime abord, mais j'ai pas eu une bonne réaction, on va dire, en tant qu'amie, et j'ai eu des propos que même aujourd'hui encore je regrette. Et ben cette amie, pareil, j'ai repris contact avec elle pour m'excuser. On s'est excusés tous les deux. Et aujourd'hui, notre relation, elle est au top du top. Et carrément même, je remercie Allah parce que je me dis, mais en fait, je pense qu'il fallait peut-être ça, malheureusement, pour qu'on soit comme on est. Mais peut-être que si elle écoute le podcast, elle va se reconnaître. En tout cas, je suis très, très, très contente de la relation qu'on a. C'est comme si ça s'était en fait renforcé. Et c'est comme s'il a fallu passer par là pour que ça se renforce. Et comme il y a une phrase qui dit que... c'était quoi déjà le truc? En fait, c'est une phrase qui dit que... il y a des amis, en gros, il y a des amis, c'est pas des amis, c'est des sœurs. Ah oui, voilà, non, il y a que les vrais amis qui se réconcilient. C'est-à-dire que si tu es en embrouille avec ton ami et que tu finis pas par te réconcilier avec elle, c'est que c'est pas ton ami. Et donc moi, le fait de m'être réconciliée avec cette fille-là, en fait, ça m'a juste montré que c'était une vraie amie. Et là même, c'est une sœur, c'est ma sista. Mais je pense qu'elle va se reconnaître. Donc, il y avait ça. Et donc, il y avait une fille que j'ai contactée avec qui je m'étais embrouillée pour un lisseur. Là, pareil, par contre, je sais que j'étais en tort parce que j'ai pas super bien parlé. Parce que voilà, moi, j'ai trop une bouche aussi, là. Bref. Et plein de petites personnes comme ça avec qui je calculais plus. Et pourtant, on s'entendait super bien. Juste pour m'excuser. Et au final, ça a renoué des liens avec certains, certaines. C'est comme si je me vidais d'un poids et d'un fardeau que j'avais dans mes épaules. Après ça, quand j'ai demandé pardon,
je me suis dit que je vais enlever les épines et les poisons là de ma vie. Et petit à petit, j'ai commencé à enlever les personnes nocives de ma vie. Une fois que j'ai enlevé ces personnes nocives de ma vie, je me suis dit, à la rentrée, je prends des cours religieux. Voilà. Parce que mes prières robotiques, où je suis là, je prononce en phonétique, ça se trouve, je prononce mal, ça va 2 minutes. Et donc, pareil, je me suis renseignée au point de prendre des cours avec l'association Graines d'éveil. Voilà, en même temps, ça fait la petite pub. C'est une association dans le 91 à Évry qui propose des cours religieux, des cours d'anglais, des cours de cuisine. Voilà, il y a vraiment tout type de cours, des cours de sport entre femmes. Donc, c'est vraiment une association qui propose pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à aller. Donc, moi, je prends mes cours là-bas et j'ai pratiqué aussi le sport pendant 1 an là-bas. Et franchement, c'est juste question financière, sinon je serais retournée cette année. Mais voilà. Mais c'est super, franchement, c'est super top. Et si vous recherchez une association dans le 91 un peu complète comme ça, ben, n'hésitez pas, c'est Association Graines d'éveil. Donc j'ai pris des cours là-bas depuis fin 2020 jusqu'à maintenant, je prends toujours. Et on va dire que donc voilà, j'étais pas voilée encore. Et c'est comme si en fait, je me sentais toute nue. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si je ressentais le besoin de me couvrir. Donc j'ai commencé à m'habiller un peu plus large, mais vraiment léger, parce que refaire sa garde-robe, là, c'est pas facile, hein. Donc je m'habillais un peu de manière, voilà, large, ou du moins couverte. Et par contre, je portais le turban. Mais c'était l'époque où, comme je dis, turban sexy mini, où en fait, bah, je faisais des bébillères, je faisais des fleurs avec mon foulard, plein de trucs comme ça, etc. Et en fait, plus les années passaient, plus j'avançais dans ma spiritualité, mon cheminement, et plus mon foulard, en fait, avançait. Au point où, bah, on ne voyait plus mes oreilles, on ne voyait plus mes cheveux, mais on voyait encore mon cou. Et en fait, j'avais du mal à passer ce cap-là du voile. C'est-à-dire que je suis restée en turban de fin 2020 jusqu'à, bah, on va dire mars 2023. Mais voilà, je m'habillais de plus en plus modeste, etc. Et pour certains de ma famille, en tout cas, j'étais voilée. Mais moi, comme je disais, c'est pas voile légiféré que je mettais, c'était voile sexy nini. C'était turban sexy nini même. Mais pour certains, ils me disaient, oui, non, mais t'es pas voilé, mais enfin, t'es pas voilé, voilé, mais t'es voilé. Et je dis, ah, d'accord, donc, parce qu'il y a des degrés. Je pense que celle qui porte la burqa, c'est voilé, 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 voilé. Bref. Et donc, à un moment donné, on est bah, fin 2022. Et je commence à me poser des questions, à me dire, mais Niara, pourquoi tu n'arrives pas à descendre ce turban sur ton cou? Où est le problème? Et je me pose la question, j'avais les réponses, mais je voulais encore rester un petit peu dans le déni. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et comme je pense que je commençais à faire un petit burn-out parce que, bon, on va pas rentrer dans certains détails vu qu'on m'écoute, mais j'arrivais, on va dire, à saturation. Et à ce moment-là, mon père, 1er janvier 2023, il partait au bled. Et je me suis dit, je vais aller au bled avec lui. Comme ça va me reposer, je vais faire le vide. Ça va me permettre de refaire une introspection sur moi-même. Et de là, me poser la question fatidique, pourquoi tu ne descends pas ce voile sur ton cou, ma belle? Et donc après ça, finalement, j'ai rejoint mon père. Donc mon père est resté du 1er janvier jusqu'au 6 mars. Moi, j'ai rejoint mon père le 17 février 2023 jusqu'au 6 mars, c'est-à-dire ces 2 dernières semaines. J'arrive du coup en mode turban, voilà, mais comme je l'ai dit, je m'habillais déjà un peu de façon modeste, robe un peu large et tout. Mais voilà, des fois, il m'arrivait de mettre foulard avec robe bien moulante parce que Dieu merci, j'ai un très beau corps, voilà. Et du coup, il m'est arrivé parfois de craquer parce que forcément, c'est pas facile. Quand tu vois des filles s'habiller en mode sexy nini, t'es là en mode, tu dis, mais moi aussi, je connais mon karaté. Si je m'habille comme toi, mon gars, ma belle, ça va envoyer du lourd. Mais en même temps, tu dis non parce qu'il ne faut pas, parce que tu vas attirer le regard. Et du coup, ben, voilà, voilà, voilà. Bref, je pense que vous comprenez. Du coup, j'arrive au bled et je me souviens que j'avais acheté le livre Mon doux voile
qui a été écrit par Bintou, je sais plus c'est quoi son nom de famille, et 4 autres filles qui expliquaient en fait leur cheminement au voile. Et je me suis dit, voilà, j'avais participé à l'événement, on va dire, en avant-première, et j'ai acheté le livre pour la soutenir. Je me suis dit, bah, tant mieux, c'est un signe de Dieu, donc on va aller lire ce livre sous le soleil de Bamako. J'arrive au Mali, je fais d'abord 3 jours au village, donc tout de suite, hein, j'arrive le lendemain, bam, 3 jours au village. Et après, je suis rejoint par Baby Star. C'est-à-dire que au début de mon arrivée au Mali, j'avais pas encore eu le temps de me poser. Je fais mon planning avec ma sœur, tant. Et je commence à lire le livre. Et là, je vois le témoignage des filles. Et il y a le témoignage de Bintou qui me parle. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'avoir le même parcours qu'elle. C'est-à-dire, on a grandi, on est né musulman, on a grandi dans ça, mais on ne connaît pas. Et le fait elle, c'était le fait de voir une fille qui lui ressemble lire le Coran, si je dis pas de bêtises. En fait, ça l'a créé un choc et elle s'est dit que, ben, en fait, elle connaît rien, etc. Et que voilà. Et moi, enfin, les témoignages des 4 filles, franchement, étaient très, très, très poignants. Donc, je vous invite à lire le livre si ce n'est pas fait. Et en même temps, bah, ça permet de soutenir la sœur, les sœurs qui l'ont écrit. Et donc, je lis. Et un jour, ma sœur, je me souviens, on allait au domaine Canou, qui est comme un domaine avec des chambres d'hôtel, si je dis pas de bêtises, une piscine, restauration, un endroit vraiment chill et trop cool, quoi. Et à cette époque-là, je mettais déjà des burkinis. Même si je n'étais pas voilée, je mettais déjà des burkinis. D'ailleurs, parenthèse, j'aime pas les burkinis. Je sais pas vous, mais moi, j'aime pas les burkinis. Ça colle à la peau. Le temps que l'eau elle traverse tout le corps, franchement, c'est pas pratique. Moi, j'aime pas du tout. Mais bon, bref. Et donc, moi, j'arrive et tout, avec ma sœur, on est là, on commence à snapper de temps en temps. Et je vais mettre... non, parenthèse, avant d'arriver au domaine Canou, je me suis dit, aujourd'hui, je teste une journée, donc c'était un mercredi, je me souviens, je teste une journée voilée et je vois. Si j'assume ou pas, ou je vois. Mais aujourd'hui, je teste le voile. Du coup, je vais au domaine Canou avec ma sœur en tant qu'apprenti voilée. On arrive là-bas, on fait nos snaps, on se change, je mets mon burkini. Et là, il y a un serveur qui vient me voir et qui me dit excusez-moi, madame. D'ailleurs, la story time, j'avais posé sur TikTok, je me souviens, j'avais posté sur TikTok. Qui me dit oui, madame, vous allez vous baigner en combinaison. Et moi, je lui dis bah oui. Et il me dit ah non, ben, c'est interdit et tout. Vous pouvez pas vous baigner comme ça. Sauf que j'avais payé pour accès à la piscine et repas. Donc je lui dis, ben, comment ça? On est au Mali, c'est un pays musulman et tout. Mais il me semble que le domaine Canou est géré par un Ivoirien ou des Ivoiriens. Parce que la façon dont il parlait Bambara, ça ressemblait plus à l'accent de Joula. Et le mec qui est venu me parler, il n'avait pas une tête de malien. Bref. Et du coup, il me dit, ouais, non, vous n'avez pas le droit. Donc moi, je réagis pas sur le coup, je dis, ok. Mais dans ma tête, je me dis, ok, le premier jour où je décide de voiler, je tombe sur cette épreuve. Ok, bah Dieu merci, hein. Voilà. Et ma sœur, elle me dit, Benyara et tout, c'est pas grave. Mets un short, garde ton haut. Mets un short et tout. Mets un short, c'est pas grave. Sauf que ma sœur, bébé star, peut-être que tu as écouté le podcast aussi. Elle savait pas que dans ma tête, j'avais décidé de me voiler ce jour-là. D'essayer, en fait, de me voiler. Donc, je lui disais, non, non, et tout. Je mets pas de short, je mets pas de short, je mets pas mes jambes à l'air. C'est mort. Soit je me baigne comme ça, en burkini, ou soit je me baigne pas. Et en fait, là, du coup, je laisse. Sauf que moi, je me dis, mais attends, moi, il paye piscine. Moi, il est payé accès piscine. Comment ça, j'ai pas accès à la piscine? Donc, on prend des cocktails et tout. Le monsieur, il revient. Et là, je lui dis, mais... Et moi, je comptais lui dire, mais en fait, du coup, mon un, là, faut donner mon wari, hein, les drahams, hein, faut me donner mon argent. Et du coup, j'interpelle le monsieur et là, il me dit... Et entre-temps, je pense que le patron, il était venu. En fait, j'ai même pas eu le temps de lui dire que il m'a dit, non, mais c'est bon et tout, c'est bon, en gros, il m'autorise à me baigner. Du coup, bah, moi, je dis OK. Et de toute façon, connaissant ma folie, je vous jure que je serais allée dans la piscine, même s'il m'avait dit non, parce que j'ai payé, tout simplement. Au final, quand je rentre le soir, je fais un bilan, on va dire. Et là, je me dis, le premier jour où je décide de tester de me voiler, eh ben, Dieu, il me met à l'épreuve tout de suite. En temps normal, je pense que j'aurais dit, vas-y, tu sais quoi, c'est trop compliqué, vas-y, tant pis. Je me voile pas, je reste en turban, au moins, ça me pose pas de problème. Sauf que je me suis dit, ah non, 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 non,
Ça, c'est Dieu justement qui me teste. Il me dit quoi? Ma belle, tu bombes là. Tu veux te voiler? Ok, je vais t'éprouver. Et on va voir si tu vas réussir. Moi, personnellement, je l'ai pris comme ça. Et c'est là où je me suis dit, Niara, tu vas pas enlever. Tu vas le mettre bien, comme on dit nous là. On va le mettre bien. Et j'ai mis, et depuis, j'ai gardé. Après, c'est vrai que euh, parfois, on voyait mon cou. Parce qu'en fait, je ne savais pas attacher un voile. En plus, moi, je suis une fille, j'ai un visage rond. Je savais pas l'attacher. Même à mon retour en France, je savais pas l'attacher. Je me trouvais super moche avec le voile. Je vous jure, j'étais là, mais purée, ça a fait une tête ronde. Ça ressort tous mes joues et tout. Et j'aimais pas. Même là, à l'heure où je vous parle, là, ça fait un an. Bah, du coup, depuis mars 2023 jusqu'à, bah, là, on est en octobre 2024, ça fait un an et demi, on va dire. J'aime pas ma tête des fois. Je vous jure, je me trouve moche, mais je pense que c'est toutes les filles. Et puis de toute façon, le voile n'est pas là pour nous embellir. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai décidé de le garder. Après, c'est vrai qu'au Mali, avec la chaleur et tout, bah, j'avais toujours un foulard sur la tête, un peu toujours en mode voile, mais des fois, je l'attachais pas. Donc, c'est-à-dire, des fois, il tombait, des trucs comme ça. Enfin, je le rabattais pas, quoi. Donc, des fois, il tombait et tout. Mais je me suis dit, à partir de là, voilà. Arrivé en France, j'ai décidé de ne plus l'enlever jusqu'à aujourd'hui. Et bah, après, au fur et à mesure, j'ai pris l'habitude d'avoir le voile. Franchement, au début, c'était pas facile, je vous avoue. C'était compliqué parce que je savais pas l'attacher. Je regardais des tutos. Après, j'ai commencé à suivre un peu plus d'influenceuses voilées. Sauf que j'ai remarqué que plus ça passe là, plus elles aussi, elles enlèvent leur voile. J'ai dit, mais chérie, c'est comment? Si toi, si vous vous enlevez là, nous, on va faire comment? Hein? Arafat, tu nous as laissé là, on va faire comment? Moi, je me dis, mais oh, comment on va faire? Et du coup, bah, ça veut dire qu'il y a certaines influenceuses que je suivais qui étaient voilées, j'ai enlevé parce que je me suis dit, j'ai pas envie que ça m'influence. Parce que là, à l'heure où je vous parle, dans ma tête, je me dis que je vais jamais l'enlever, mais encore une fois, on sait jamais. Ça se trouve, Dieu, il va me mettre dans une épreuve Super Saiyan Sonic et qui va faire que je vais l'enlever. Donc, c'est pour ça que même les filles influenceuses qui l'ont enlevé, je mets même pas ma bouche dedans, seulement je quitte. Voilà, je quitte les lieux. Et voilà, parce que c'était ce qui m'inspirait, en fait, d'elle, c'est ce qui m'encourageait à l'enlever. Donc, certaines, je garde quand même parce que le contenu, j'aimais bien et d'autres, on va dire, bon, voilà, tant pis, quoi. Et depuis, bah, j'ai pas enlevé. Et c'est de là où après, petit à petit, bah, les gens ont commencé à vraiment comprendre que je suis voilée. Et je me souviens que j'avais fait une vidéo pour un événement et il y a une des potes qui m'a dit, oh, Niara, ça y est, tout a passé le cap. Parce que j'ai dit à personne, hein, j'ai pas fait d'annonce officielle, oyez, oyez, je suis voilée. Voilà, voilà, j'ai pas fait de, j'ai pas fait d'annonce. J'ai laissé les gens, on va dire, découvrir par eux-mêmes. Mais de toute façon, pour eux, pour certains, en fait, certains me considéraient déjà comme voilée. Donc pour eux, c'était juste que bah tu le mets mieux, voilà. Et pour d'autres, bah c'était j'ai passé le cap, donc j'ai eu des félicitations. Au niveau de ma famille, j'ai jamais eu de questions. Il y a juste pendant que je portais le turban, mon petit frère qui m'avait posé la question, mais Niara, est-ce que t'es voilée ou pas? Et moi, j'avais dit, bah non, je suis en turban, donc non. Il m'a dit, ouais, non, mais parce que t'as toujours un foulard sur la tête. Je lui dis, bah non, mais bon, qui sait, peut-être un jour, bah, je vais le mettre. Et du coup, depuis, bah, j'ai pu enlever. Mes parents, ils m'ont jamais rien dit. Mes frères et sœurs, ils m'ont jamais rien dit. Juste quand je l'ai quand même dit à ma sœur, parce que j'étais en colocation avec elle à cette époque-là, elle m'a dit, bah franchement, moi, Nara, pour moi, c'était une suite logique. C'était juste une question de temps avant que tu te voiles. Et je me souviens que voilà, ma grande sœur de cœur, celle pour qui je suis son 9 mois, je suis sûre aussi qu'elle va écouter ce podcast. Elle avait peur un peu, parce qu'elle a vraiment vu tout mon cheminement. Et elle avait peur en fait que je ne la calcule plus parce qu'elle est chrétienne et que moi je suis musulmane alors que bah pas du tout en fait. Et ce qui est marrant c'est que j'ai vu aussi sa façon d'être avec moi, c'est-à-dire qu'avant elle était là ouais je vais t'acheter telle robe un peu sexy nini et aujourd'hui elle dit ouais ben laisse-moi et tout choisir la couleur de ton voile et tout. Je trouve que ce voile ça va bien t'aller telle couleur et tout donc non, franchement, je ne souffre pas de ce voile-là. Je suis jamais tombée pour le moment, en tout cas, sur une discrimination de manière directe. J'ai jamais été confrontée à quelque chose de manière directe où mon voile dérangeait jusqu'à maintenant. Et Dieu merci. Et franchement, ben, qu'Allah me préserve de ça. Et je voulais dire un truc parce que j'ai oublié d'expliquer une petite anecdote. Quand je parlais du voile, les questions en fait que je m'étais posées, c'était
pourquoi en fait je ne passe pas le cap du voile? C'est quoi le problème? Et en fait, en me posant en fait les questions, je me suis rendu compte que ce qui me faisait peur, c'était le regard des gens, de ce que les gens allaient dire, et j'avais pas envie qu'on m'associe aux ourtis. Voilà, parce que les ourtis, on les connaît. J'avais pas forcément envie qu'on m'associe à ça. Et donc, en fait, à chaque question que je me posais, eh ben, la réponse c'était les gens, les gens, les gens, les gens, les gens. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ma belle, le plus important là dans la vie, c'est les gens ou c'est Dieu? Tu portes ton voile pour les gens ou tu le portes pour Dieu? Et en fait, bah, quand tu réponds à cette question fatidique là, tu dis, bah, tu le portes pour Dieu et à un moment donné, tu dis, bah, ok, je m'en fous du regard des gens, et ben, je vais le porter. Parce que de toute façon, quoi que tu fasses, les gens, ils vont parler. Donc, que tu le mets haut, on va parler. Que tu ne le mettes pas aussi, on va parler. Alors, mets-le parce que c'est une obligation. Et franchement, à chaque question que je me posais, les réponses qui venaient, c'était les gens. À chaque fois, c'était les gens, les gens, les gens, les gens, les gens. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, vas-y, on s'en fout des gens, en fait. Et je vous jure que là, mon leitmotiv, c'est vraiment, on s'en fout des gens. Mais bon, la rêve, c'est on s'en fout des blancs, mais on va pas dire ça ici. Donc voilà. Après, voilà, ce qui a été difficile au niveau du voile, c'était de trouver son style vestimentaire qui respectait, je sais pas si légifération ça se dit, mais c'était de trouver un peu, on va dire, mon style vestimentaire, trouver ce qui m'allait, parce que moi, voilà, je fais 1m63, mettre des grosses abayas pour ressembler à une épave, non merci. J'avais du mal à trouver, mais c'est vrai que les vêtements un peu sans marque chinois Saint-Denis, ça m'aide beaucoup parce que c'est des tailles uniques et moi, voilà, je suis de taille, on va dire, moyenne, donc ça rentrait, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai qu'au début, trouver son style, c'est compliqué parce que voilà, j'avais encore des jeans, j'avais encore des robes, j'avais pas de vêtements en fait. J'avais très très peu de vêtements, on va dire légiférés. Après, ma pote qui elle était voilée depuis longtemps, elle m'a dit mais tu verras, tu trouveras ton style petit à petit. Et franchement, je trouve que maintenant je l'ai trouvé. Même la façon d'attacher mon voile qui me plaît, voilà, je l'ai trouvé. Et comme je l'avais dit, voilà, mes parents, ils m'ont jamais rien dit, ils m'ont pas posé de questions, rien du tout. Et juste un jour, je me souviens, j'avais une chemise orange assez longue et mon père, il me dit, ah, c'est bien comme ça, quand tu es habillé comme ça, c'est bien. En fait, mon père, je veux juste qu'on pouvait mettre la burqa, il serait trop content. Mais voilà un petit peu, moi, mon cheminement. Franchement, je le vis bien. Comme j'ai dit, je suis pas tombée sur des discriminations un peu directes ou des trucs comme ça. J'ai pas eu forcément de réflexion non plus. Mes sœurs, mes frères n'ont jamais rien dit, m'ont pas posé de questions, parce que voilà, après on reste musulman. Et non, franchement, je le vis bien. Voilà. En fait, je peux pas dire que en tant que femme noire en France, voilée, je souffre parce que je suis pas tombée sur des cas où on me dit enlève ton voile. Je suis vraiment pas tombée dans des cas comme ça, donc pour l'instant, moi, ça se passe bien. Dieu merci, ça se passe bien, mais peut-être que, je sais pas, je serais confrontée à ça. Donc, je peux pas dire qu'en tant que femme noire, banlieusard, voilée, je souffre, parce que c'est encore récent et on est dans une ère où il y a vraiment de plus en plus de femmes voilées. Donc, c'est pas quelque chose d'exceptionnel comme quand j'étais au lycée où, nous, voir une fille voilée, c'était exceptionnel. Pour nous, on se disait, même en tant que musulman, que c'est ses parents qui l'ont forcé. Ou des trucs comme ça quoi donc voilà donc Dieu merci franchement ça se passe bien ouais ça se passe bien même quand j'étais au Mali j'ai pas eu de problème à cette époque-là le taf dans lequel je taffais c'est des musulmans eux-mêmes donc je pense pas qu'ils allaient me dire ma belle enlève ton voile donc voilà, j'ai pas eu de problème, mais peut-être que là, avec ma recherche de taf, les refus que j'ai, c'est peut-être parce que je suis voilée, mais je ne saurais pas parce qu'on me le dit pas explicitement. Vous voyez, donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur mon cheminement, mon voile, voilà un petit peu mon histoire, voilà comment ça s'est passé en fait pour moi. Peut-être qu'il y aura un cheminement spirituel partie 2. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous motivera aussi pour celles qui aimeraient être voilées mais qui hésitent, pardon.
Donc voilà un petit peu moi ma petite histoire par rapport à ça. Mais c'est vrai que voilà, parfois c'est pas facile parce que parfois on a envie, nous on est des femmes quoi, on a envie d'être belles, on a envie d'être coquettes, on a envie de sortir en fait notre potentiel parce que voilà, chacune, comme j'ai dit, a son karaté, nous, chacune connaît son karaté. Et c'est vrai que ben, c'est pas facile tous les jours de pas fréquenter des endroits où, par exemple, il y a de la musique, de rester vraiment droite dans ses baskets parce que là, en mettant ce voile-là, tu dis que tu représentes encore plus la communauté musulmane. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Faut faire attention parce que dès que t'es voilé et que tu fais un truc, t'es pointé du doigt fois 1000 que si t'es musulmane et pas voilé, quoi. Alors que les péchés, c'est comptabilisé pareil. Mais il y a ce côté représentation où faut faire attention et c'est vrai que parfois c'est pas facile parce qu'il suffit que tu fasses un truc de travers, que ça y est, tout le monde te tombe dessus. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie pas en fait. Mais encore une fois, les religions, moi je dirais, sont mal comprises à cause des humains. Le problème, c'est pas les croyants ou les pratiquants. Non, le problème, c'est pas la religion, pardon, mais c'est les humains qui parfois pratiquent mal et font en fait en font qu'à leur tête quoi. C'est vrai qu'en me voilant, en fait, j'avais remarqué que certains comportements de personnes avaient changé. C'est-à-dire, en étant voilée, il y a cette gêne au niveau des gens, il y a ce respect qui s'installe, en fait, de manière automatique. C'est-à-dire que tout de suite, les gens, ils vont avoir cette gêne et cette, pas honte, mais ouais, on va dire cette gêne d'agir d'une certaine façon devant une fille voilée. Et c'est vrai que moi, en me voilant, j'ai tout de suite senti un peu ce respect-là. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'en tant que femme voilée, les hommes et même les femmes, mais surtout au niveau des hommes, on me respectait un peu plus parce que j'étais voilée. Il y avait c'est vraiment cette gêne. Je dirais pas la honte, mais ce côté où, attention, il y a une femme voilée, il faut qu'on se comporte bien. Donc moi, franchement, au niveau de certaines personnes, au niveau de certains endroits dans lesquels je me rendais, j'avais en fait remarqué ce comportement-là. Et du coup, c'est encourageant en fait parce qu'on se dit que les gens à travers ça nous respectent. Mais ce qui est chiant en fait, moi je trouve, c'est que comme on est voilé, les gens oublient que nous sommes des humains. Nous sommes des femmes humaines. Et qui dit humain dit qu'on pêche. On n'est pas parfaite. On fait des bêtises. Voilà, on dit des grossièretés. On a parfois même des mauvais comportements. Et moi, en fait, je vois le voile comme un habillement. C'est-à-dire que pour moi, forcément, c'est pas parce que t'es voilée, t'es la meilleure des personnes. Et c'est pas parce que t'es pas voilée que t'es pas une bonne personne. Euh, voilà, ça peut être l'un comme l'autre. Tu peux être voilée, être une bonne personne, pas voilée et ne pas être une bonne personne, et vice versa en fait. Et moi, je le vois. En fait, moi, je me dis, c'est comme si je vais au ski. Quand tu vas au ski, t'es obligé de mettre une combinaison. Et ben, pour moi, je suis musulmane, je suis obligée de mettre le voile. Mais quand t'es au ski et tu mets une combinaison, ça veut pas dire que tu sais bien skier. C'est juste que, comme t'es au ski, tu dois mettre une combinaison, c'est comme ça. Parce que tu es au ski. Mais ça veut pas dire que t'es un skieur piste noire, piste arc-en-ciel, sans Goku, quoi. Pas du tout. Et ben pour moi, je me dis, c'est pareil pour le voile. C'est pas parce que je suis voilée que je suis une meilleure musulmane. Non, c'est juste que notre religion nous dit qu'on doit être voilé. C'est obligatoire. Donc je le suis. Mais ça ne veut pas dire que je suis la meilleure musulmane de tous les temps. Pas du tout. Je reste humaine, je pêche. Et voilà. Donc moi, j'aime bien quand les gens ils parlent, j'aime bien montrer ça. Je dis, quand tu vas à tel endroit, tu dois t'habiller de cette façon, ou tu dois mettre ça, ou tu dois faire ça. C'est comme ça. Mais ça veut pas dire que etc. Et quand j'explique, ils me disent, ah oui, je vois, etc. Et je dis, pour moi, le voile, c'est pareil. On doit le mettre, c'est obligatoire, mais ça veut pas dire que ça fait de moi une bonne personne. Je serais juste meilleure que les filles non voilées au niveau du voile. Mais ça se trouve, il y a des filles non voilées au niveau de leur pratique religieuse, vont être largement mieux que moi. Ça se trouve, elles vont connaître beaucoup plus de sourates que moi. Elles vont avoir beaucoup plus de science que moi. Mais c'est juste qu'elles sont pas voilées.
Donc voilà ce que je pourrais dire sur ce cheminement-là, sur cet épisode. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre que des bons avis positifs et à me suggérer, comme je le disais au début, d'autres sujets. Et si jamais j'ai d'autres souvenirs qui me reviennent en tête par rapport à ce cheminement-là, et ben, je vous en parlerai. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Ciao!